Yo les amis, c'est parti, on se retrouve à nouveau pour un exercice type bac 2022 sur le thème des probabilités. On a ici les thèmes abordés. J'ai sélectionné cet exercice parce que j'ai trouvé qu'il regroupait pas mal de petites choses sur les probas, donc assez intéressant. Voilà, proba conditionnel, indépendance, c'est pour ça que c'est intéressant, variable aléatoire. Et on a de la loi binomiale également, par ici, voilà. Donc on va regarder cet exercice, puis il y a cette petite probabilité à retrouver là qui dépend de n, et une petite résolution d'inéquation qu'on peut résoudre avec du logarithme népérien ou bien à la calculatrice. Donc exercice intéressant. Je vais essayer de le mettre enfin affiché sur la page, comme ça tu peux le faire, puisque je te dis habituellement d'essayer de faire l'exo par toi-même. Mais si il est pas visible, tu ne pourras pas le faire. Tac, voilà. Voilà. Bon, faudra que tu plisses un peu les yeux, d'accord? Attends, je peux agrandir encore un peu, je peux gagner de la place. Allez. Donc, mets la vidéo sur pause, essaye de faire l'exercice par toi-même. Et puis, comme d'habitude, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, il y a ici, regarde, je te montre, là, par ici, un petit bouton ici qui est affiché. Tu peux cliquer dessus, c'est en rouge. Et ça va t'abonner à la chaîne. Et franchement, je te remercie d'avance de le faire. Je compte sur toi parce que c'est vraiment comme ça qu'on va pouvoir faire grandir cette chaîne. Il y a une bonne dynamique en ce moment, mais il y a encore des choses à rééquilibrer au niveau de l'audience. Donc je compte vraiment sur les personnes qui regardent pour s'abonner, participer à diffuser, partager ces vidéos et puis donner de la visibilité à cette chaîne. Je pense qu'il y a un contenu vraiment intéressant pour progresser en maths, en physique chimie, en première, en terminale. Donc maintenant, il faut y aller à fond. Faisons grandir cette chaîne ensemble. Je compte sur toi. Merci d'avance. On regarde ensemble l'exercice lors d'une kermesse. J'aime bien les kermesses. On mange des gâteaux, on gagne des jouets. Un organisateur de jeu dispose d'une part d'une roue comportant 4 cases blanches et 8 cases rouges, et d'autre part d'un sac contenant 5 jetons portant les numéros 1, 2, 3, 4, 5. Ok, situation classique de proba conditionnel. On va d'abord regarder si on tire du rouge ou du blanc, et après on va regarder quel numéro, ou l'inverse. On va nous le dire. Le jeu consiste à faire tourner la roue, je ne connais pas l'exo, je le découvre en même temps que toi, chaque case ayant la même probabilité d'être obtenue. Puis, excuse-moi, j'ai parlé en même temps, donc le jeu consiste à faire tourner la roue, chaque case ayant la même probabilité d'être obtenue. Donc la roue qui contient 4 cases blanches et 8 cases rouges. Et ensuite, on extrait un ou deux jetons du sac suivant la règle suivante. Selon la règle suivante. Si la case obtenue est blanche, le joueur extrait un jeton du sac. Si la case obtenue est rouge, le joueur extrait successivement et sans remise 2 jetons du sac. Donc sans remise, ça veut dire que on va modifier la constitution du sac, puisque tu ne remets pas ce que tu as tiré. Le joueur gagne si le ou les jetons tirés portent tous un numéro impair. Bon, on est typiquement dans le genre d'exercice où tu dois bien lire l'énoncé, prendre le temps, pas te précipiter, et relire ce que tu fais au fur et à mesure pour pas te planter. Il y a pas mal d'infos. C'est le cas dans la plupart des exos de proba. Un joueur fait une partie et on note B l'événement, la case obtenue est blanche. J'ai combien de cases blanches? 4 cases blanches et 8 cases rouges, ce qui nous fait 12 cases au total. Je l'écris ici, parce que 4 plus 8 égale 12. Calcul mental, je suis un malade. Probabilité de de tomber sur une case blanche. J'ai 4 cases blanches, chaque case a la même probabilité d'être obtenue, donc c'est équiprobable. 4 sur 12, c'est-à-dire un tiers. J'ai simplifié de tête ma fraction, je suis plus qu'un malade, je suis un grand malade. Je suis un matheux de ouf. Non mais simplifie, sans rigoler, simplifie tes fractions au fur et à mesure, c'est important. Ça permet d'éviter de se balader des grosses fractions qui servent à rien. Tu vois, genre 4 douzièmes, j'ai pas envie de me balader ça. Un tiers, c'est bien. Un tiers, deux tiers. Donc la proba de tirer une case rouge, c'est 8. Donc B, c'est l'événement, la case obtenue est blanche. R, c'est l'événement, la case obtenue est rouge. B comme blanc, R comme rouge. Ils sont malins. Donc la probabilité de tirer une case rouge, 8 sur 12, tu simplifies par 4, ça te fait bien 2 tiers. Ensuite, G, c'est quoi l'événement G? Le joueur gagne la partie. Et il gagne la partie, je te le rappelle, si le ou les jetons tirés portent tous un numéro impair. Tous. Quand il tombe sur une case blanche, il extrait un jeton du sac. On va faire le sac. Voilà, c'est le sac. Ça ressemble à un sac. Avec un nœud. Hop.
ben, il n'y a pas de nœud parce qu'il sera ouvert. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, c'est les jetons qui sont contenus dans le sac. Donc on va regarder combien de jetons impairs. Le 1, c'est impair, on va les entourer, d'accord? Ouais, je te dis, on fait les choses bien parce que comme ça, on est sûr de ne pas aller trop vite et se précipiter. J'ai donc 3 jetons impairs sur 5 jetons au total. Donc la probabilité de tirer un jeton impair, elle est de 3 cinquièmes. De toute façon, à la fin, on va pouvoir vérifier qu'on n'a pas écrit de conneries en recopiant l'arbre. Désolé, j'ai pas lu. Ah ouais, il y avait des questions. Moi, j'ai commencé à compléter l'arbre directement. Je vais continuer, hein. Donc pour la case blanche, pour la situation B, la probabilité de gagner, c'est 3 cinquièmes. Parce que j'ai 3 jetons impairs sur 5 jetons au total. Et puis l'autre, du coup, c'est 2 cinquièmes, la probabilité de perdre. Alors, pour la situation où tu es tombé sur une case rouge, là, cette fois-ci, tu tires successivement et sans remise 2 jetons du sac. Premier jeton, deuxième jeton. Quand tu tires un premier jeton, la probabilité, en fait, regarde, ça donne ça. Ça, je vais te le représenter avec un arbre. Je vais juste enlever mon sac. Vas-y, vide ton sac. Hop, voilà. Donc là, un petit arbre pour te représenter ce qui se passe quand je tire dans le sac et que je suis tombé sur une case rouge. Premier tirage, je peux tomber sur un numéro impair ou bien un numéro pair. La probabilité de prendre un numéro impair, c'est 3 cinquièmes. La probabilité de prendre un numéro pair, c'est 2 cinquièmes. Après, tu retires dans le même sac, mais cette fois-ci, tu n'as pas remis le jeton tiré à l'étape d'avant. Ça veut dire que là, à l'étape d'avant, c'est la seule subtilité qu'il y a. Et en fait, une fois que j'aurai fait tout ça, en vrai, voilà, je te donne la méthode que moi je suis quand je suis sur un exo comme ça. Si j'étais à ta place en situation réelle, je rentre dans l'exercice et en même temps que je lis mon énoncé, je représente mon arbre, je représente la situation, je fais gaffe à mes événements, je prends les probas qui sont issus dans l'exercice. Parce que je m'attends, maîtrise de la stratégie des exos, dont je te parle dans d'autres vidéos, je m'attends en fait à ce qu'on me demande dans les premiers exercices, dans les premières questions, à compléter l'arbre, à donner une valeur de proba, à donner une valeur de proba totale. Tu vois, c'est vrai, ces questions-là, elles sont ultra attendues. Donc, à partir du moment où j'aurai bien compris mon énoncé, bien fait mes arbres, bien posé ma situation, bien déterminé mes probas, les premières questions, on va les bouffer en étant sûr de nous. Dac? Donc c'est très important en fait cette étape. Et c'est pas grave si on est en train de répondre aux questions par avance, ça fait rien ça. Donc je te disais, on tire une pièce, on tire un numéro dans le sac. En fait, on va tirer 2 jetons successivement. Quand on tire le premier jeton, la proba d'avoir un pair, c'est 3 cinquièmes. La proba d'avoir un jeton pair, c'est 2 cinquièmes. Quand je fais le deuxième tirage, le deuxième tirage, il est sans remise. Donc j'ai pas remis le jeton tiré précédemment. Le jeton tiré précédemment était impair. Sachant que j'avais 5 jetons au total et que j'ai pas remis le jeton lors du deuxième tirage, j'en ai plus que 4. Sachant que j'avais 3 jetons impairs et que j'en ai tiré un, j'en ai plus que 2 qui sont impairs. J'en ai plus que 2 sur 4, c'est-à-dire un demi. Et puis j'ai aussi 2 jetons sur 4 qui sont pairs. 2 jetons parce que j'en avais déjà 2 qui étaient pairs et que je les ai pas tirés, vu que lors du premier tirage j'ai pris un jeton impair. Donc les 2 jetons pairs, ils sont toujours dans le sac. Et 2 jetons sur 4 parce que j'ai plus que 4 jetons. Donc 2 sur 4, ça fait un demi. De toute façon, un demi plus un demi, ça fait 1. Ok? T'as compris le truc? Donc là, pareil. On a tiré un jeton pair. Donc lors du deuxième tirage, déjà, j'ai plus que 4 jetons. Puisqu'on l'a pas remis. Il me reste combien de jetons impairs? Si le jeton que j'ai tiré lors du premier tirage était pair, il me reste les 3 jetons impairs. Ils sont toujours dispo. Donc j'ai 3 chances sur 4 de tirer un jeton impair. Autrement dit 0,75. Et une chance sur 4 de tirer un jeton pair, autrement dit 0,25. Donc quelle est la probabilité de gagner quand on va tirer sur une case, quand on est tombé sur une case rouge? La probabilité de gagner, on te dit que c'est d'avoir tes 2 jetons impairs. Ils le disent ici. Non. Ici. Le joueur gagne si le ou les jetons tirés portent tous un numéro impair. Donc ça veut dire qu'il faut faire impair, impair. Voilà, la probabilité de gagner, elle t'est donnée par ce chemin. Et la proba d'un chemin, c'est égal à le produit des probas des branches qui constituent le chemin. Donc la probabilité de l'événement G, sachant l'événement R,
Si ça se trouve, en fait, je suis en train de résoudre l'exercice intégralement. C'est peut-être, hein, parce que j'ai pas fait l'exo, donc je sais pas. La probabilité de l'événement G, sachant que je suis tombé sur une case rouge, c'est de faire impair, donc 3 cinquièmes fois 1 demi. Après là, je prends du temps, donc ça, je suis en train de gaspiller des minutes parce qu'en fait, je t'explique tout. Mais en situation réelle, en vitesse réelle d'exécution, ça va bien plus vite que ça en fait. Mais là, le but, c'est que tu comprennes. Donc, en fait, j'ai fait tout le boulot ici pour avoir toutes mes probas. Et une fois que j'ai un arbre complet, je suis le roi du pétrole. Ou presque. Je peux tout dire. Au niveau de l'exo. T'as capté? C'est bon? Maintenant, on peut regarder les questions ensemble. Un joueur fait une partie et on note B, l'événement, la case obtenue est blanche, R, l'événement, donc on a dit. Donner la valeur de la proba conditionnelle P2G sachant B. Donc d'après la description de l'événement, donner la valeur, c'est on te demande juste d'interpréter l'énoncé. D'après l'énoncé, P2G sachant B égale 3 cinquièmes. Question 1. D'après énoncé, en réalisant R, non, en réalisant B, on tire un jeton dans le sac. Il y a 3 jetons impairs. Ouais, j'écris mal. Il y a 3 jetons impairs sur 5. Donc la probabilité de gagner la partie quand on est tombé sur une case blanche, c'est 3 cinquièmes. La probabilité de gagner une partie sachant qu'on est tombé sur une case blanche, c'est 3 cinquièmes. Donc c'est ce que j'avais fait apparaître ici. On admettra que la probabilité de tirer successivement et sans remise de jetons impairs est égale à 0,3. Oh non, les petits joueurs. Bon bah c'est pas grave, je t'ai expliqué un truc, c'est un plus. Putain, j'avais pas lu l'énoncé, donc ils t'ont donné carrément ça, quoi. Enfin, déception, quelle déception. Dans un exercice où un prof voudrait corser la situation, il demanderait de retrouver ça. Montrer que P2G égale 0,4. Donc on a l'arbre complet, on va pouvoir tout simplement aller exploiter l'arbre et donner la formule des probas totales, etc., etc. On fait ça sur une autre page. Là, je veux bien te le rédiger aussi. Alors, rédaction. Donc, pour être honnête, je devrais te dire la chose suivante. En situation réelle, j'aurais passé, si j'avais juste lu la première partie de l'énoncé et fait ça directement, j'aurais passé, allez, 3 minutes. Ok? En situation réelle, hein, en sachant faire, etc. 3 minutes, en prenant ton temps. Tu prends 3 minutes, tu poses toutes tes idées. Si tu décortiques le truc et qu'après, à la lecture des questions, tu te rends compte qu'on te donne des infos, parce que c'est ça le problème, c'est que c'est pas tout le temps dans les exercices qu'on va te donner une information dans la question. En général, on nous donne les informations dans les données de l'énoncé. C'est le principe. Les données sont données dans les données. C'est une phrase, une pure phrase, c'est très profond comme phrase. On pourrait la marquer quelque part parce que c'est comme ça que ça se passe. Donc là, c'est vrai qu'on est dans une situation où on nous met une donnée dans la question. On se dit merde, du coup j'ai fait tout ça pour rien. Mais donc, pour être honnête, t'aurais perdu 3 minutes en situation réelle. 3 minutes. Mais là, je vais pas refaire la vidéo, je te laisse tout ça et j'assume d'avoir perdu du temps, entre guillemets, à t'avoir expliqué la situation au départ parce que déjà, je t'ai montré qu'on peut retrouver nos infos. Ce 03, il n'est pas magique. C'est pas Merlin l'Enchanteur qui nous a sorti le 03. Et puis 2, c'est bien de savoir faire par soi-même et de maîtriser. C'est toujours des skills en plus, tu vois. Et on crache pas sur les skills. Surtout pas en maths. Dac. Donc, j'assume et je reste sur ma question de A et je garde le sourire. On est sur la question où on doit montrer P2G égale 0,4, c'est une proba totale et on va le rédiger bien, on va dire que B et B bar. Là, je te le rédige correctement parce que j'ai pas toujours l'occasion de faire des probas conditionnels sur ma chaîne. Donc on y va parce que c'est un peu des trucs. B et B bar forment une partition de l'univers. Forment une partition de l'univers. Là, je te renvoie à ton cours ou à ma fiche synthèse si tu veux retrouver ce que c'est qu'une partition de l'univers ou si tu veux avoir un petit récap rapide. Retourne voir, mais je te fais pas un cours sur partition de l'univers. B et B bar forment une partition de l'univers. Donc, les événements B inter G et B inter G bar, non, et B bar inter G sont incompatibles. C'est-à-dire que tu ne peux pas les réaliser en même temps. Donc,
d'après la formule des probas totales. D'après, alors tu m'excuseras, formule des probas totales. Ok? FPT. D'après la formule des probas totales. Je prends l'anagramme parce que du coup, ça m'évite de perdre du temps. Qu'est-ce qu'on a? Ben, on a P de G qui va être égal à P de B inter G plus P de B bar inter G. Ici, je ne vais pas directement dire que P de B inter G c'est 1 tiers fois 3 cinquièmes. Non, je vais d'abord rédiger que c'est P de B fois P de G sachant B. Pourquoi? Parce que c'est plus beau. Et qu'on aime bien la beauté. Sur les fiches de maths, sur les feuilles de maths, sur les copies de maths. On aime bien rendre les choses belles. C'est beau le beau. Ça aussi c'est profond comme phrase. C'est beau le beau. Tu peux l'écrire quelque part. Tout à l'heure on a dit quoi? Les données sont données dans les données. Et là c'est beau le beau. Ça fait deux phrases profondes. Je me sens l'âme d'un philosophe. 2 tiers fois 3 dixièmes. Te moque pas et c'est bon. On peut être philosophe un peu, non? Simplifie. Voilà, ça fait quoi ça? Ça nous fait 1 cinquième plus 1 cinquième. 2 cinquièmes. C'est ça? 0,4. Ouais. 20 divisé par 5, ça fait 4. Donc 2 cinquièmes, ça fait 0,4. Ok. Question suivante. Un joueur gagne la partie. Cool. Quelle est la probabilité qu'il ait obtenu une case blanche en lançant la roue? Donc ici, question 2B. Un joueur gagne la partie, ça veut dire on sait que l'événement G est réalisé. Donc on cherche la probabilité d'un certain événement, sachant que G est réalisé. Il gagne la partie, donc G est réalisé. Quelle est la probabilité qu'il ait obtenu une case blanche? Donc quelle est la probabilité B ça a changé? B ça a changé, B ça a changé. Alors ça fait B inter G, P de B inter G sur... Quand on écrit trop vite, on écrit n'importe quoi, on dirait des 6, mais G. Sur P de G. Bon, B inter G, on l'a dit derrière, non? Enfin, on l'a dit là-bas. B inter G, c'était 1 tiers fois 3 cinquièmes, donc 1 cinquième. Non, qu'est-ce que... Je suis où? Ah oui, 1 cinquième. Et puis P de G, on a dit que c'était 2 cinquièmes, ou 0,4. Donc ça me fait 1 cinquième fois 5 demi. Donc 1 demi. La probabilité de B ça a changé, c'est 1 demi. Ok, allez les questions sérieuses là s'il vous plaît, parce que jusqu'à présent c'est un peu... Les événements B et G sont-ils indépendants justifiés? Question 3. B et G indépendants, indep, si et seulement si P de B inter G égale P de B fois P de G. Je te renvoie à ton cours, encore une fois. C'est important d'avoir un bon visuel sur les cours. Tu sais, quand je dis ça, c'est pas de la rigolade, c'est pas des blagues. Je dis toujours qu'il faut pas apprendre son cours. Bien sûr, il faut pas apprendre son cours. Mais je dis aussi qu'il faut connaître son cours. Donc, il ne faut pas l'apprendre par cœur, mais il faut le connaître. Et ça fait partie de ton cours, indépendance des événements. C'est pour ça que j'ai fait des fiches synthèse qui sont en vente sur mon site ou qui sont même dans une appli de malade qui regroupe toutes mes fiches synthèse, maths, physique, première, terminale, 63 fiches quand même, hein, 63 fiches de révision qui sont réellement synthétiques, à ma sauce, tu vois, façon Benjamin Connaissance, et tout ça dans une seule et même appli, dont la fiche synthèse sur les probabilités, donc loi de proba, loi binomiale, enfin toutes les probas qu'il faut connaître, proba conditionnelle, et l'indépendance c'est rappelé dans ces fiches. Tu peux aller voir, hein. C'est sûrement, tout ça c'est sur mon site internet, tu trouveras tous les liens. Donc, premier point, P de B inter G, c'est égal, on l'a dit déjà 3 fois, P de B inter G, et je l'ai encore oublié, c'est 1 cinquième. Deuxième point, P de B fois P de G. On peut le calculer séparément, puisqu'on connaît P de B, c'est 1 tiers sur mon arbre, 1 tiers. P de G, on a dit quoi? 0,4, donc 2 cinquièmes. Ça nous fait 2 quinzièmes. 1 cinquième, c'est pas la même chose que 2 quinzièmes. Donc, P de B inter G n'est pas égal à P de B fois P de G. Donc, ah là là, mais G, ça ressemble vraiment à des 6. Donc, B et G ne sont pas indépendants. C'est bon?
On déroule hein, tranquillement, tout ça on est en train d'appliquer notre cours, donc pas de soucis. Ah, la loi binomiale. Allez, loi binomiale. Je me mets sur une autre page. J'agrandis. Pour tous ceux qui me demandent régulièrement c'est quoi ton logiciel, c'est quoi que tu utilises, c'est quoi l'application, c'est Open Board. Voilà. Mais tout ce que tu me vois faire ici, la façon fluide de l'utiliser, tout ce que je peux faire, la rapidité d'exécution, c'est parce que Open Board, je l'utilise depuis 5 ans. Avant même de commencer à faire des vidéos sur YouTube, j'utilisais déjà OpenBoard pour faire des petites choses sur Internet avec des élèves. Donc maintenant, je connais bien, tu vois. Mais c'est un logiciel magique. C'est une pépite, ce logiciel. Franchement. Et les gens qui l'ont développé, merci à eux. Il est génial. Un même joueur fait 10 parties. Les jetons tirés sont remis dans le sac après chaque partie. Donc ça veut dire que chaque partie est indépendante de la précédente. On note x, la variable aléatoire, égale au nombre de parties gagnées. Expliquer pourquoi x suit une loi binomiale, préciser ses paramètres. Donc là, je vais te faire la rédaction de la loi binomiale. Je rangerai également cet exercice dans la playlist loi binomiale, parce qu'il n'y a pas énormément de vidéos dedans, mais les vidéos qu'il y a, c'est des vrais exercices bac, ou des vrais exercices intéressants. Donc, on répète. Je te mets le texte. Hein. Si tu n'as pas de texte clé pour rédiger ce genre de questions, prends exemple sur le mien, je t'en prie. On répète n égale 10 fois. De façon identique et indépendante, je vais te souligner les mots importants après, qu'un prof veut absolument voir. De façon identique et indépendante, la même épreuve de Bernoulli. Dès qu'on parle d'épreuve de Bernoulli, il faut préciser le succès. Puisqu'on répète la même épreuve de Bernoulli, c'est un schéma de Bernoulli qu'on a. On peut le mettre entre parenthèses. Ça fait civiliser. Ensuite, maintenant qu'on a parlé de la répétition, le succès de chaque épreuve, donc on précise le succès, hein. Le succès, la proba du succès. Le succès de chaque épreuve est l'événement. Et là, pour savoir de quel événement on parle pour le succès, il faut regarder comment x est défini. X compte le nombre de parties gagnées. Donc le succès, c'est le joueur gagne la partie. C'est vraiment l'énoncé qui te donne la réponse. Le joueur gagne la partie. Donc c'est l'événement G, hein, bien sûr. De proba, P égale 0,4. Établi dans la question 2 quelque chose, de A peut-être. Et donc là, en fait, ça te montre que l'énoncé sur ce genre de questions va te donner des pistes dans les questions d'avant, au cas où tu les aurais pas trouvées tout seul. Comme ça, tu peux réexploiter la réponse donnée dans l'énoncé et pas être bloqué sur la question d'après. Soit x, la variable aléatoire, j'écrivais A, qui compte le nombre de succès, j'écris très mal, sur les n épreuves. Et après, on va me dire, ouais, tu passes du temps à écrire, tout ça. Dans ce cas-là, il faut que tu mettes la vidéo en x2. Alors, x suit une loi binomiale de paramètres n égale 10, p égale 0,4. Alors, moi, j'écris mal, comme ça, je rédige pas super bien, je présente pas bien, mais je te fais quand même un petit rappel d'un truc qu'il faut avoir en tête tout le temps, c'est que sur ta copie, mets de la couleur. Rends ta copie jolie à regarder pour que ton correcteur soit de bonne humeur et qu'il puisse être dans un bon mood quand il va te corriger. Question A, c'est fait. Question B, calculer la probabilité arrondie à 10-3 près que le joueur gagne exactement 3 parties sur les 10 parties jouées. Donc question B, on cherche P de x égale 3. Et là, on peut marquer, si tu veux briller en société, que c'est 3 parmi 10 fois 0,4 puissance 3 fois 0,6 puissance 7. Voilà, formule des probabilités de loi binomiale. Ok. Donc là, on a le nombre de combinaisons qui réalisent 3 succès sur 10 épreuves. Ensuite, proba du succès à la puissance le nombre de succès, donc 3, et proba de l'échec. Si le succès a pour proba 0,4, l'échec a pour proba 0,6, hein, 1 moins 0,4. Et 7, c'est le nombre d'échecs. Ok. Mais après, bien sûr, tu prends ta calculatrice, et puis
Je regarde mon téléphone comme ça pour la calculatrice et je tombe sur une question du serveur Discord là. Vous pouvez m'aider, je ne comprends pas. Si t'es toujours pas sur mon serveur Discord, tu peux aller faire un tour, franchement. Il y a moyen de poser des questions et il y a plein d'élèves ultra chauds qui vont t'aider. Des fois, je réponds aussi. Mais pas tout le temps. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Bon, alors, n égale 10, p égale 0,4, suivant, p de x égale 3, ok. Moi j'ai 0,215. La numwork, elle est géniale pour faire des calculs de proba comme ça. Franchement, enfin, l'application numwork sur téléphone. Franchement, c'est beau. Ok. Calculer p de x supérieur ou égal à 4, arrondi à 10 mètres près, donner une interprétation du résultat. Ouais, ok. P de x supérieur ou égal à 4. Alors, soit tu as une calculatrice qui est plutôt en mode ancienne, génération. Dans ce cas-là, il faut que tu transformes ton P de x supérieur ou égal à 4 en 1 moins P de x inférieur ou égal à 3. Par exemple, si tu as une TI 82, les TI noires qui datent plutôt d'il y a 5 ans, 6 ans, tu vois, un truc comme ça, alors tu vas devoir transformer de cette façon-là ta probabilité. Donc si tu as du mal à faire ça, dis-le moi en commentaire, viens sur Discord, on pourra en parler. Si tu as des calculettes récentes, tu peux calculer ça directement. Avec la Numwork par exemple, on peut le faire directement. Franchement, avec la Merde, mon téléphone il bug. Avec la Numwork, et avec l'application sur téléphone, c'est tellement simple les probas conditionnels où en fait, tout un tas de choses est rendu tellement facile maintenant. C'était pas comme ça avant. Franchement. Donc P de x supérieur ou égal à 4, 0,618 environ. D'après la calculatrice, après quand tu rédiges d'après la calculatrice, nanana, tu réponds à ton truc proprement quoi. Interpréter le résultat, donc c'est la probabilité d'obtenir au moins 4 succès, ou de gagner au moins 4 fois, et de 0,618. Donc 61,8% de chance de gagner au moins 4 fois. C'est pas mal. C'est cette question qui m'intéressait en fait. Un joueur fait n parties et on note Pn la probabilité de l'événement. Le joueur gagne au moins une partie. Ok, donc là il faut savoir faire un petit peu de calcul littéral. Donc Pn, c'est la probabilité que x soit supérieur ou égal à 1. Parce que au moins une partie, tu as x qui est supérieur ou égal à 1. Tu vois dans ce que je t'ai dit juste avant. Là, les élèves qui ont des anciennes calculettes, ils vont dire ah mais c'est pas juste, nous on est obligé de savoir faire ça. Alors que les élèves qui ont des calculettes récentes, eux ils peuvent directement calculer comme je te dis. Et alors là où je veux te dire, t'inquiète, il y a une justice à tout. C'est que pour la dernière question, il faut de toute façon savoir faire ça. Parce que là, ta calculette, elle va pas t'aider. Elle va pas te sortir l'expression littérale là. Il faut savoir tenir ce raisonnement pour sortir cette expression. Donc tu as vu, il y a une justice à tout. Parce que P de x supérieur ou égal à 1, parce que ici maintenant on travaille avec n parties, hein, on n'est plus avec n égale 10, on est avec n. P de x supérieur ou égal à 1, je passe par l'événement contraire, c'est 1 moins P de x égale 0. Mais P de x égale 0, ça veut dire qu'on a que des échecs, d'accord? Zéro succès, que des échecs. Donc P de x égale 0, c'est 0 parmi n, ça fait 1. Les combinaisons, t'as des choses à connaître sur les combinaisons. Je pense que j'ai fait aussi une fiche synthèse sur les combinaisons. Attends, je vérifie. J'ai l'appli. Tac. Je t'ai dit, il y en a 63, donc je sais même plus ce que j'ai fait. Non, combinaison, ouais, dénombrement, voilà. J'ai fait une fiche synthèse sur le dénombrement. Et il y a propriété des combinaisons. Magnifique. Tu vois peut-être pas bien, mais tout est ici. Voilà. Donc tu as tout sous les yeux. C'est pour ça que je te dis, c'est vraiment, cette appli, c'est un outil puissant pour réviser, réellement. Parce que tu as tout rapidement accessible en fait.
Donc là, je te mets le détail pour t'expliquer d'où il sort le 0,6 puissance n. Voilà, il sort de là. La probabilité que x soit égal à 0, c'est 0 parmi n fois 0,4 puissance 0 fois 0,6 puissance n. 0 succès, n échec. Ça fait 1, on vient d'en parler. 0,4 puissance 0, ça fait 1. Ça, je t'en parle dans une vidéo, une de mes vidéos sur ma chaîne secondaire qui s'appelle Maths de base. Franchement, va faire un tour sur cette chaîne si tu as des difficultés en maths, si tu as besoin de te remettre au clair sur certaines lacunes en maths. Cette chaîne, je l'ai fait justement pour mettre les maths à plat. Voilà, les maths de seconde et de collège. Pour qu'il y ait zéro lacune. Et je parle des puissances, il y a une vidéo sur les puissances. Ça me fait penser à ça là. Le 0,4 puissance 0, il y en a qui bug là-dessus. Ça fait 1. Et puis 0,6 puissance n, donc 1 fois 1 fois 0,6 puissance n. Il te reste 0,6 puissance n. Donc égale 1 moins 0,6 puissance n. Voilà Pn. Question B. Déterminer la plus petite valeur de n pour laquelle la probabilité de gagner au moins une partie est supérieure ou égale à 0,99. Donc question B, on cherche n tel que Pn est supérieur à 0,99. Donc Pn, c'est 1 moins 0,6 puissance n, supérieur à 0,99. Attends, on va parler ensemble de la résolution, mais avant, je vais simplifier. Ça fait 1 supérieur à 0,99 plus 0,6 puissance n. J'ai ajouté 0,6 puissance n des deux côtés. Je soustrais 0,99 des deux côtés. Il me reste ça. 1 moins 0,99, ça me fait 0,01. Ok? Donc, si je le passe en mode miroir, ça veut dire 0,6 puissance n inférieur ou égal à 0,01. Voilà ce qu'il faut résoudre. Tu peux résoudre ça avec le logarithme népérien. Si tu n'as pas vu le logarithme népérien, c'est la meilleure méthode pour résoudre. On va le faire. Si tu n'as pas vu le logarithme népérien, tu peux aussi résoudre ça avec la calculatrice. Tu prends la calculette, tu te mets en mode fonction par exemple. Donc fonction. Je rentre 0,6 puissance x. D'accord? Exactement ça, 0,6 puissance x. Entrée. Tu te mets dans une table. Tu peux mettre une table vierge. Et après, tu mets des valeurs de n, genre 2, 3, 10, 15, mais que des valeurs entières, bien sûr, entières naturelles. Et tu regardes 0,6 puissance 15, par exemple, ça fait 4,7 10 moins 4. Bah là, c'est largement plus petit que 0,1. Donc je suis allé trop haut. 0,6 puissance 10, ça fait 0,6 puissance 10, ça fait 0,006. C'est plus petit que 0,01. Donc je vais mettre n égale 9. Voilà, bon bah c'est ça. Tu vois, à l'aide d'un tableur. Et après on va faire la résolution avec le logarithme, si tu veux rester jusqu'à la fin, et après on aura tout fait. À l'aide du tableur. Ça c'est si tu dois répondre à la question sans utiliser le logarithme, si tu n'as pas encore vu le logarithme en classe, par exemple. Si tu es interrogé sur ce genre de QCM au mois de novembre et que tu n'as pas fait le logarithme. À l'aide du tableur, 0,6 puissance 9, c'est environ égal à 0,01008, et ça c'est supérieur à 0,01. 0,6 puissance 10, c'est environ égal à 0,006, et ça c'est inférieur à 0,01. Moralité, parce qu'il y a une morale dans l'histoire. C'est comme dans le petit chaperon rouge. Tu t'y attendais pas à cette référence. Hein. À partir de n égale 10, on a 0,6 puissance n inférieur ou égal à 0,01. Résolution avec le logarithme. J'ai envie de prendre un gros feutre. 0,6 puissance n inférieur à 0,01. J'utilise la fonction logarithme népérien, qui est une fonction croissante sur R plus étoile. Donc j'ai ln de 0,6 puissance n inférieur à ln. Ah oui, et puis il y a un petit truc, tu vas voir, avec le logarithme. Donc ça, avec les propriétés du logarithme, ça me fait n fois ln de 0,6 et est inférieur à ln de 0,01. Et là, attention, 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 ln de 0,6, parce que là, je vais diviser par ln de 0,6, c'est quelque chose de négatif. Et ça, tu peux en avoir bien conscience à partir du moment où tu as une bonne cartographie de ce qu'est ta fonction logarithme népérien. C'est pas parce que j'ai pas de signe moins que mon truc n'est pas négatif. Tu vois, tous ces trucs là qui piratent ton cerveau dans le mauvais sens, où tu dis il y a un moins c'est négatif, il y a un plus c'est positif. Ça n'existe pas en réalité. En maths, des vrais maths, ça n'existe pas. En fait, ln de 0,6, il n'y a pas de moins dans l'histoire, mais pourtant c'est négatif. Tu veux t'en convaincre, tape-le à la calculatrice. Mais ta fonction logarithme, en fait, népérien, elle est négative sur 0 exclu 1 et positive sur 1 plus l'infini. Et encore une fois, ça, tu peux le visualiser vraiment si tu as une bonne cartographie
de ce qu'est la fonction logarithme népérien. Soit dit en passant, c'est le genre de choses qui figurent aussi dans mes fiches synthèse. Fin de la parenthèse. J'ai n qui est supérieur du coup à ln de 0,01 sur... Mais oui, je te rappelle ça parce que j'ai fait des outils pédagogiques puissants en fait. Moi, je pense qu'ils sont puissants au vu de tous les bons, les bons retours que j'ai en fait sur tous ces outils. C'est pour ça en fait que je t'en parle si souvent. Donc je fais tout simplement, hop, ln de 0,01 divisé par ln de 0,6 et ça nous fait 9,01. Attends, c'est pas fini pour la conclusion. 9,01 environ. Hein. Donc puisque n est un entier naturel, il faut que n soit supérieur ou égal à 10. Tu prends l'entier directement, supérieur à 9,01 et on trouve la même chose que ce qu'on a trouvé précédemment. Ok, voilà, fin de l'exercice. J'espère qu'il t'a plu. C'était un bon exercice, hein. Franchement, je suis très content de te l'avoir résolu. Donc voilà, si t'as plu, tant mieux. Partage, diffuse autour de toi. Abonne-toi à cette chaîne si tu n'es toujours pas abonné. Et moi, je te dis à très bientôt pour de futures vidéos. Ciao!